Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Nous sommes le 24 septembre 2024. Aujourd'hui, à peu près tout le monde est malade dans les Moi, bureaux. je l'ai été, c'est fait. Vous, c'était la semaine dernière. Je l'ai attrapé dans l'avion en revenant de Genève et pan, je l'ai filé à tout le monde. Ouais, moi c'est en train d'arriver là. Moi c'est sur le cycle ascendant. Enfin bref, ce matin, Eugénie Bastier a eu l'audace de faire une chronique sur Europe 1 que j'ai trouvé chronique que j'ai trouvé assez courageuse. Oui, elle est bien. Et en fait, ça m'a, comment dire, je me suis demandé en regardant la chronique et en regardant quelques commentaires ensuite en dessous, je me suis demandé si finalement la question des retraites n'était pas peut-être un des plus grands tabous du pays. Pourquoi ? Parce que sa chronique reprenait en fait en substance un article du Figaro de la veille qui disait que en gros depuis 2018 l'envolée de la dette était causée pour moitié par justement le poids des retraites. Et donc en ce moment on est en train de se poser la question à chaque fois qu'est-ce qu'on va pouvoir réduire dans le budget de l'État. Je rappelle que la première prévision du déficit sur l'année c'était 4,9%, ça a été réajusté à 5,1%. Ensuite il y a Bruno Le Maire il y a 2-3 semaines qui nous a dit que c'était plutôt 5,6%. Et l'autre jour, on a eu les Échos qui nous disaient qu'en fait, quand on gratte un petit peu, c'est au moins 6%. Bon, donc on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Et on se pose la question... On sait que ça ne va pas baisser. En tout cas, on sait que ça ne va pas baisser, ça c'est sûr. Et en plus de ça, je rappelle quand même qu'on exprime ce qui est pas tout à fait ultra pertinent. On exprime le déficit par rapport au PIB. En vrai, on devrait exprimer le déficit par rapport au budget de l'État, je trouve. Par rapport au budget de l'État, ou au pire, par rapport aux gains fait par le secteur privé. Ouais. Parce que c'est, comme on l'a expliqué 20 fois ici, si vous embauchez des fonctionnaires, ça augmente le PIB, ça augmente la dette, mais le PIB est mesuré, pas la dette. Alors ça veut dire que c'est du grand n'importe quoi. Voilà. Donc oui, il faudrait mesurer par rapport à ceux qui payent des impôts, par exemple. Ouais. Parce que si la moitié de la population ne paye pas d'impôts, on ne voit pas... donc il faudrait payer... Bref, il faudrait trouver une façon de mesurer qui soit raisonnable, tant plus que le PIB c'est un flux, la dette c'est un stock. Ouais, donc comparer un stock à un flux, c'est toujours idiot. Enfin, le déficit, pour le coup, c'est un flux aussi. Déficit, c'est un flux. Oui, la dette, parler de la dette en termes de PIB, ça ne veut pas dire grand-chose. Effectivement. Et puis en plus, on se demande aussi où est utilisée la dette, parce que si la dette, elle est utilisée pour faire des gros investissements, pour faire des centrales nucléaires... On devrait essayer de voir... Quand on a émis de la dette, par exemple, c'est ce que disait Jefferson, émettre de la dette sans avoir en face la façon dont on va la repayer, c'est monstrueux. Jefferson, c'était un des pères fondateurs des États-Unis. Donc, si vous faites comme la Chine, qui a une dette importante par rapport à... qui a beaucoup emprunté depuis 30 ans, mais quand vous regardez les infrastructures qu'ils ont fait, vous vous dites, je sais où est passé l'argent. Et vous pouvez privatiser la moitié des routes, la moitié des hôpitaux, j'en sais rien, et ça marchera très bien. Voilà. Mais nous, je vois pas ce qu'on va privatiser après toute la dette qu'on a ramassée sur M. Macron. Il n'y a rien à privatiser, puisque ça a été que des transferts sociaux. Exactement. Donc, on essaye de se demander comment on va se sortir de là. Alors, le plus simple à faire pour chaque ministre qui arrive en exercice, c'est de lever des nouveaux impôts. C'est le premier truc qui a été annoncé par Michel Barnier. C'est pas tout à fait exact. Ils disent d'abord, il va falloir que la France fasse des sacrifices. Ce qui veut dire, en termes très clairs, ceux qui payent des impôts vont en prendre plein la tête. Ouais. Et nous, au gouvernement, on va continuer à enrouler en voiture de fonction, à avoir des pimpons, à prendre des avions en première et tout et tout. Non. Il faut savoir que ça commence toujours par un appel au civisme. Oui. Et c'est toujours l'honnête citoyen qui l'honnête citoyen, voilà. Ouais. C'est clair. Et donc, si jamais, en revanche, on explore la possibilité de faire des économies, ce qui a pas l'air d'être vraiment le cas au final, mais à peu près presque tout le monde est capable de dire oui, il faudrait qu'on fasse des économies par rapport au budget de l'État, à part peut-être 20% les plus à gauche. Mais le souci, c'est que derrière, personne n'est d'accord véritablement sur où est-ce qu'on va réduire les dépenses. C'est pour ça que moi j'ai toujours proposé de faire d'abord un audit de dépenses de l'État. Ouais, c'est clair. Parce que vous savez, c'est l'histoire de Robespierre qui a perdu la tête, si j'ose dire. Enfin, avant de la perdre, figurativement. Il avait perdu parce que ce crétin, il avait dit qu'il allait falloir pendant la Terreur, qu'il allait falloir couper quelques têtes de plus parce qu'il y avait des gens, mais il n'avait pas dit lesquels. Ouais. Alors tous les types dans la convention sont dit s'il n'a pas nommé ceux dont il faut couper la tête,
ça risque d'être moi, et donc ils sont tous ligués contre lui. Ouais. Donc vous pouvez pas dire je vais couper ses dépenses, parce que tous ceux qui en bénéficient, je vais couper des dépenses, parce que tous ceux qui bénéficient des trucs se disent c'est moi. Ouais. Mais si vous dites je vais couper ses dépenses, bien identifié, tout le monde dit ouais c'est un salaud, de toute façon, conscient que ce soit pas moi, bien entendu, mais donc rester dans l'imprécision du langage, c'est s'interdire de gouverner, quoi. Effectivement. Et en revanche, selon tous les sondages d'opinion, la dépense à laquelle les Français ont le moins envie de toucher, c'est les pensions de retraite. Ben mais ça me fait toujours rigoler, les sondages. S'il n'y a pas de pognon, il n'y a pas de pognon, quoi. Je veux dire, moi, si vous voulez, si on s'est voté des retraites pas possibles qui permettent de partir, je sais pas, pour les employés de la SNCF à 50 ans, avec une retraite qui est une fois et demie, je dis n'importe quoi, ce qu'ils ont touché dans les derniers mois, je suis content pour eux qu'ils aient ça, mais est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que c'est... Donc, si les gens se votent ou si on octroie aux gens des choses qui sont pas raisonnables, ils ont le droit peut-être de l'attendre, mais si ça arrive pas, c'est comme si moi je demandais, je sais pas, que le Père Noël existe, quoi. Ouais. Non, le Père Noël n'existe pas. Ce que disait Reagan, il disait les gens de droite, ils croient en Dieu, les gens de gauche, ils croient au Père Noël. L'embêtant, c'est que le Père Noël n'existe pas, quoi. Ben oui, si on fait que des trucs de Père Noël, évidemment que tout le monde est pour vous. Ouais. Ouais, ça me rappelle une autre blague de Ronald Reagan, d'ailleurs, ça n'a pas vraiment de rapport, mais il raconte l'histoire d'un gars qui va devant un congrès des démocrates pendant une élection présidentielle, et il a des petits chats, voilà, ils viennent de naître, et il dit voilà, je donne même des chats démocrates. Et alors les gens se disent oh génial, des chats démocrates et tout, bah super, je vais en prendre quelques-uns et tout. Il y a les journalistes qui regardent, ils se disent oh c'est marrant, un mec qui donne des chats démocrates. Le week-end suivant, il va à un congrès des républicains et il a encore un petit stock de chats et il dit prenez, c'est des chats républicains. Et cette fois-ci, il y a les journalistes, ils le regardent et ils disent mais attendez, la semaine dernière t'étais avec des chats démocrates, pourquoi maintenant t'es avec des chats républicains? Et le type leur répond parce que maintenant ils ont les yeux ouverts. Voilà. Ça n'a pas vraiment de rapport, mais oui. Comme on dit sur Ronald Reagan. C'est que le civisme, si j'ose dire, ça commence par confronter la réalité. Et c'est pour ça que la gauche est rarement civique, c'est qu'ils passent leur temps à nous présenter des rêves. Ben oui, mais l'embêtant, c'est que les rêves, c'est pas la réalité. La réalité se rattrape toujours, quoi. Ouais. Et alors, donc, Eugénie Bastier rappelle dans sa chronique que les retraites, c'est 25% de la dépense publique. En titre de comparaison, l'éducation nationale, c'est 9%. Et la France aussi, il faut le rappeler, c'est le seul pays de l'OCDE et probablement du monde aussi. On n'a pas toutes les mesures, mais c'est probablement vrai, où les retraités vivent au-dessus du niveau de vie moyen de la population. Là, on a envie de se dire, on veut tous que les retraités puissent vivre correctement, bien sûr, il ne s'agit pas de vouloir qu'ils soient à la rue, mais de là à se dire qu'ils sont quand même au-dessus du niveau moyen de la population, c'est-à-dire au-dessus des actifs, c'est un peu plus compliqué de l'accepter. Je peux vous dire ce qui va se passer si... tout ça, c'est simple, c'est que tous les actifs qui peuvent se barreront. Ouais. Et comme c'est d'une retraite par répartition, il n'y aura plus assez pour donner aux retraités, c'est là deviendra le problème, quoi. Ouais. Et puis en plus de ça, ça justifie aussi en permanence, au passage, l'arrivée massive de l'immigration. Parce qu'on se dit, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui paye nos retraites. Et, mais je vais annoncer une nouvelle très compliquée, très très nouvelle, c'est que ça fait 20 ans qu'ils sont arrivés les premiers, facilement 20-25 ans avec Chirac. Au moins, oui. Je sais pas depuis combien de temps on utilise cet argument. Mais enfin, ça fait 30 ou 40 ans qu'on avait problème d'immigration. Ouais. Et ben, les immigrés, ils vieillissent aussi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ils vieillissent aussi, et s'ils ont, mettons qu'ils peut-être ils ont travaillé autant que nous, mais s'il y en a parmi eux qui n'ont pas travaillé, ils ont droit à la retraite quand même. Oui, tout à fait. Et on observe quelque chose, c'est que... Et ils ont vieilli, hein, ils vieilli ces petites bêtes aussi. Hein. Tout à fait. Et on observe quelque chose, c'est que... Alors autant les premières générations d'immigration, généralement c'est des gens, ils ont pour certains, ils ont risqué leur vie, ou du moins ils ont pris des risques pour arriver dans le pays. Et puis ils retournaient souvent au pays après. Et puis, comment dire, ils travaillent beaucoup. Mais en revanche, ce qu'on observe, c'est que les générations suivantes, on pourrait se dire c'est paradoxal, parce que justement, plus on est intégré dans la population et plus on va travailler. Et en fait, on observe exactement l'inverse. Par exemple, avec l'immigration algérienne, les premières générations de l'immigration algérienne travaillaient à peu près autant que les autres. Et il y avait 2 fois plus de chômage dans les deuxièmes
génération et 3 fois plus de chômage dans les troisième générations. Et donc là, on se dit, donc en plus de ça, cette immigration, quand elle reste sur le territoire, qu'elle fait des enfants, etc., qu'on y reste 40 ans, 50 ans après, et qui sont français, évidemment. Après, ça crée aussi un nouvel appel d'air de dépenses publiques, parce que s'ils ne produisent pas suffisamment, on se dit, en toute logique, ça devrait être des gens qui, par conséquent, financent les retraites, et en fait, ils se financent même pas eux-mêmes. Ils sont pas contributeurs nets à l'économie. Donc aussi ça c'est un souci supplémentaire, quoi. Et donc qu'est-ce qu'il faudrait faire justement sur les retraites? Est-ce qu'il faut abaisser les pensions de retraite? Si vous voulez, je crois que les retraites aujourd'hui ça fait à peu près 14 points du PIB, hein. C'est gigantesque. Tout à fait, 13,6. Et donc on se retrouve donc avec cette... Et puis ça monte sans arrêt puisque c'est une retraite par répartition et que comme tout le monde le sait, ça fait un petit moment que les femmes font de moins en moins d'enfants et donc notre pyramide des âges est en train de s'inverser. Donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus de retraités qui doivent toucher une retraite valorisée sur une base de plus en plus faible de gains. Donc vous vous dites, voilà la réalité. Malheureusement, ça ne peut pas marcher. Donc ça fait à peu près 30 ans qu'on aurait dû passer à une retraite, un petit peu le système anglais, où vous avez une espèce de retraite minimum nationale qui est à... Moi, je la touche puisque j'ai travaillé une vingtaine d'années en Angleterre. C'est... je ne sais plus très bien comment c'est, mais c'est... je touche, je crois, quelque chose comme 1500 € par mois ou quelque chose comme ça, au titre du fait que j'ai bossé pendant 20 ou 25 ans en Angleterre. Et ensuite, démerdez sich, il faut faire une retraite par capitalisation en donnant des avantages très forts fiscaux pour que le type puisse épargner sans impôt. Ouais, et donc, à ce moment-là, c'est lui qui se fait sa retraite. Comme on disait autrefois en français, comme on fait son lit, on se couche. Celui qui a bien épargné, qui l'a bien investi. Mais encore faut-il que l'État ne prenne pas subrepticement soit les revenus, soit le capital de ceux qui ont choisi la retraite par capitalisation. Tout à fait, oui. Donc, mais il n'y a pas d'autre façon, parce que la retraite par capitalisation a un avantage énorme sur l'autre, c'est que vous pouvez investir dans des structures démographiques différentes. Tout à fait. Tandis que de la retraite par répartition, vous êtes coincé dans votre structure démographique. Donc, aujourd'hui, par exemple, il faudrait faire des retraites, ce qui donnerait peut-être du capital supplémentaire à l'Inde ou à l'Afrique. Il faudrait peut-être investir en Inde ou en Afrique, quitte à amener du capital là-bas, des sociétés qui se développeraient, ce dont ils auraient bien besoin. Et puis, ensuite, voilà, c'est comme ça que ça marche. Mais cette idée d'avoir la retraite des travailleurs français qui est capitalisé par les autres travailleurs français, alors qu'aujourd'hui le travail est devenu mobile, c'est une erreur conceptuelle, parce que si vous êtes vraiment doué, et que vous êtes sur la retraite par répartition, ce que vous faites, c'est que vous partez, je sais pas, au Luxembourg, en Belgique ou n'importe où, c'est-à-dire juste à côté de chez vous, et puis vous avez un système où on vous massacre pas, et vous faites votre retraite tranquille, à vous, et vous revenez en France, c'est à vous. Ouais. Et donc, quand vous avez une liberté de circulation des personnes, une mauvaise structure démographique, avoir une retraite par capitalisation, c'est de la folie. Ouais, bien sûr. C'est exactement le genre de truc qui peut pas marcher. Évidemment, mais le drame, c'est que les Français, comme ils ont cotisé tous les mois, ils voient ça en soustraction de leur bulletin de paye, allez hop. Ouais. Ils se disent, j'ai cotisé, mais t'as cotisé rien du tout. Il n'y a pas eu... tu as payé pour les autres qui avaient travaillé dans le temps. Tout à fait. Mais c'est pas une cotisation, c'est un impôt. Tout à fait. En fait, c'est quelque chose, c'est une ânerie qu'on retrouve assez souvent. On pense beaucoup qu'on cotise pour soi. Non. En fait, on cotise si vous voulez, mais ça ne vous ouvre que des droits, en quelque sorte. C'est-à-dire que en temps réel, vous ne cotisez pas. Vous n'avez pas accès à une richesse. Ouais. Vous avez un droit sur les autres. Absolument, exactement. Et si les autres ne veulent pas le payer, votre droit. Quand vous avez travaillé dans les années 60 ou 70, vous n'avez pas payé la retraite de votre génération, vous avez payé la retraite de la génération qui était déjà à la retraite
pendant ces années-là. Et donc, c'était dans un contexte où vous avez payé pour une génération déjà qui était numériquement ridicule par rapport à vous. C'est-à-dire qu'il y avait 4 actifs pour un retraité à l'époque. En plus de ça, avec une espérance de vie assez faible. Et par conséquent, c'était pas du tout la même chose de cotiser à l'époque et de cotiser aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on estime que pour la génération des baby-boomers, chaque euro, alors évidemment vous n'avez pas cotisé en euros pour la majeure partie de votre carrière, mais on estime que chaque euro cotisé, vous ouvrez un droit à 2 euros aujourd'hui. Nous, en termes réels, les millennials, moi c'est plus la génération Z d'ailleurs, on n'est même pas sûr d'avoir autant que ce qu'on a cotisé. C'est-à-dire que bon, on va peut-être numériquement, ça peut être caché, mais si par exemple vous avez cotisé, je sais pas, 1 euro en 2002 et qu'aujourd'hui vous reprenez 1 euro, c'est toujours 1 euro, sauf que ça a moins de valeur en quelque sorte. Donc en fait, vous avez moins que ce que vous avez cotisé à l'époque. Donc on a bâti un système en France et qui a commencé, je crois d'ailleurs, avec Pétain. C'est lui qui était à l'origine de la retraite par répartition, puisqu'il la retraite, les retraites qui existaient à l'époque avaient été laminées par l'inflation, donc il y avait des tas de gens qui n'avaient plus rien, et on ne pouvait pas capitaliser puisqu'on était en guerre, donc il a fait une retraite par répartition, et on est resté sur ce système-là depuis, et on aurait pu le changer, mais il y a eu des tas de rapports, je me souviens du rapport Rocard, etc., mais à chaque fois, les hommes politiques ont reculé. C'est exactement le genre d'endroit où il devrait y avoir une discussion nationale, ce qu'on fait, mais vraiment on ouvre tous les livres et tout, et ensuite suivi d'un référendum pour que ce soit le peuple qui prenne la décision, une fois qu'il est informé, et non pas ces gens qui ont peur de tout, qui ont peur de prendre une décision dont ils pensent qu'elle serait impopulaire, ce qui suffit à les... je me souviens, il y avait une série à la télévision britannique qui me faisait mourir de rire, qui s'appelait Yes Prime Minister. Et Yes Minister, c'était la bagarre entre les politiques et les hauts fonctionnaires. Et un jour, le Premier ministre, qui était joué par un acteur génial, dit à son chef de cabinet qu'il pensait à réintroduire le service militaire en Grande-Bretagne. Et alors, il y a le chef de cabinet qui lui dit « Bravo, monsieur le Premier ministre. C'est une décision très courageuse. » Et l'autre se liquéfie. En disant, bon, une décision très courageuse ? Vous voulez dire que je ne serai pas réélu ? Parce que dans l'esprit des hommes politiques, une décision très courageuse, ça veut dire une décision qui fait que je ne serai pas réélu. Et donc, oui, c'est oui, mais c'est... Donc je crois que partout dans la société française, on voit des décisions que les hommes politiques n'ont pas le courage de prendre parce qu'ils n'ont pas peur, parce qu'ils ont peur de ne pas être élus. Et moi, quand j'ai essayé des hommes politiques, ce qui m'est arrivé 2 ou 3 fois dans ma vie, je leur disais par exemple, il faut faire une campagne de rupture, c'est-à-dire retrouver les souverainetés, sortir de l'euro, sortir de l'Europe, sortir de l'OTAN, enfin bref. Et ils me disaient, mais on ne sera jamais élu si on fait ça. Mais je leur dis, vous ne serez pas élu de toute façon. Au moins, porter le débat. Mais non, donc ils continuent avec leur truc dont ils pensent que ça leur fait gagner des voix, et ils sont pas élus. Parce qu'en plus, les gens vont plus voter, parce qu'il y a 50% des gens qui vont plus voter. Donc ne votent que les gars qui touchent des subventions, et puis à ce moment-là, vous êtes mal barrés, parce que... Mais alors justement, il y a une... Alors, pour être honnête, j'ai pas regardé le détail de ce truc, mais il y a eu un référendum en Suisse ce week-end justement sur une réforme des retraites, et pour le coup c'est plutôt la gauche, en l'occurrence c'est les syndicats qui voulaient le non à cette réforme, et c'est le non qui a gagné à 67%. Alors là je vous le donne de but en blanc parce que je sais pas exactement en quoi consistait cette réforme des retraites, mais je crois que c'était pas forcément très très à gauche, quoi. Non, mais il faut toujours se méfier parce que en Suisse, par exemple, ils se sont créé un portefeuille, la Banque centrale suisse, j'en ai parlé souvent, en donnant des francs suisses qui leur coûtaient rien et en achetant des Amazon de l'autre côté, se sont fait une espèce de portefeuille stratégique pour l'État suisse d'à peu près 400 à 450 milliards d'euros. Et en fait, ça appartient au peuple suisse. Donc, ce que devrait faire maintenant la Banque nationale suisse, c'est donner une partie de ce portefeuille à chacun des Suisses, et ils n'auraient plus de problème de retraite, quoi. Tout à fait. Donc non, mais il n'y a pas de... je crois pas que les Suisses aient des problèmes de retraite particulièrement importants. Non, je pense pas que ce soit pareil que chez nous. Mais alors, comment expliquer
selon vous, hein, que personne ne parle de la possibilité de faire au moins une partie de nos pensions de retraite par capitalisation. Parce que, je veux dire, à chaque fois, on a des débats qui en finissent plus sur, je m'en souviens, là, sur la dernière réforme des retraites, c'était un enfer. Et alors, tout le monde se focalisait uniquement sur l'âge de départ ou sur le nombre d'annuités. À chaque fois, c'était un débat sans fin. Et personne ne se posait la question de la structure même du système, qui évidemment, on peut comprendre un système par répartition quand on est dans une ère d'expansion démographique, mais à partir du moment où on est en stagnation, voire même en recul, ou du moins en futur recul, c'est évident que sans une hausse consubstantielle de la productivité, ce qui ne semble pas être le cas en Europe et peut-être encore moins en France, c'est un système qui est voué à l'échec. Et alors ? Et alors je me dis pourquoi il n'y a pas de politiciens qui parlent de la capitalisation, qui parlent de la possibilité de recourir à la capitalisation en France. Je vais vous raconter une autre histoire, parce que c'est vrai. Ouais. C'est que j'ai été en Angleterre. J'ai le droit, parce que raconter mes vieux souvenirs, parce que je oui. suis en train de devenir gâteux, mais donc j'ai le droit de raconter mes histoires de guerre. Et il y a un de mes amis qui écrit un papier, je crois que c'est dans le Financial Times, c'était dans les années 70-80, pour expliquer que, compte tenu des taux d'intérêt, de la dette, etc., il y allait y avoir une crise immense en Amérique latine dans le futur. Il montrait les trucs, il disait que c'était impossible. Alors, comme chacun le sait, l'Amérique latine a sauté en 82, et ils ont perdu 10 ans, après faillite, les monnaies qui disparaissent, on va un vrai drame, quoi. Ce qui nous attend d'ailleurs. Donc, un homme politique qui était l'équivalent du ministre du budget me convoque en me disant expliquez-moi cet article. Alors je lui explique et il me dit et ça va se passer quand? Alors je lui dis j'ai aucune idée, mais il me dit ça va se passer je sais pas, je lui dis d'après les calculs d'ici 2-3 ans. Il me dit d'ici 2-3 ans, bon, non, moi je croyais que c'était la semaine prochaine, alors j'étais très inquiet, mais d'ici 2-3 ans. Et donc il a rien fait, bien entendu, il y a eu la crise. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que... Et après ça, son chef, qui était Wilson à l'époque, je crois, a dit une semaine, c'est du long terme en politique. Donc, ce que vous ne comprenez pas, c'est que ces gens-là, ils sont dans l'instant. Mmh. C'est-à-dire qu'ils veulent faire présenter beau. Je défends les retraités, tu défends rien du tout, tu les condamnes à la misère, mais je défends les retraités, je leur défends les positions acquises. Et vous savez, ils s'en contrefoutent de la réalité. Donc on a élu toute une série d'hommes politiques qui ont un rapport très curieux avec la réalité. Ouais. C'est-à-dire qu'ils veulent... c'est exactement comme la ligne Maginot, dont tout le monde... les gens intelligents savaient que c'était idiot, mais si on en disait du mal, on était cuit dans la politique française, quoi. On s'est rendu compte que la ligne Maginot, c'était idiot quand les Allemands étaient à Paris, quoi. Ouais. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu ça avec le gouvernement là qui vient d'être formé. C'est-à-dire que on a eu un semblant de signal d'alarme au début en disant voilà, vous vous rendez compte, la situation du budget, elle est pas possible, etc. Et puis là, donc on a un nouveau ministre de l'économie, je sais même plus comment il s'appelle, je crois Antoine Armand, je crois quelque chose comme ça. Il doit avoir 34 ans. Vous savez pourquoi il a été choisi ? Non, même pas. Vous savez pas. C'est parce que vous savez quand vous faites l'appel en classe, vous avez toujours c'est par ordre alphabétique. Ouais. Donc Antoine Armand, il était toujours le premier. Ah oui. Donc ils ont pris une liste des gars et comme il était le premier, ils se sont dit c'est lui. Ah oui. Que ce soit sur la liste des prénoms ou des noms d'ailleurs. Oui, c'est pour ça qu'il était toujours le premier. Ouais. Parce que c'est sûrement pour ça qu'il a été choisi, parce que qu'est-ce qu'il a comme capacité, j'en sais rien du tout. Ouais. 32 ans, qu'est-ce que vous voulez qu'il sache ouais. C'est assez effrayant. Ouais. Donc non, mais je dis ça, c'était une blague, mon histoire je tiens à le faire savoir parce que les gens me croiraient peut-être. Mais c'est une blague. Mais moi, ce que je trouve absolument stupéfiant dans ce gouvernement, c'est qu'il y ait 38 ministres. Ouais, 39. On vous explique qu'on est à la veille de l'implosion, qu'on n'a plus un rond et tout, et on a 39 ministères. Je crois qu'il y en a 7 en Suisse, quoi. Ouais.
C'est comme si rien ne se passait. Et d'ailleurs, justement, pendant son discours, là, le nouveau ministre de l'économie, pendant la passation, il a dit qu'il était très content d'hériter de ce bilan, c'est-à-dire qu'au moins, il aurait pu critiquer le bilan précédent ou ne rien dire, et il aurait pu, peut-être plus tard, lorsqu'on lui fait des remarques justement sur l'état du budget, des finances publiques, du déficit, etc., il aurait pu dire, bah oui, mais regardez, j'ai hérité d'un bilan absolument catastrophique. Au moins, il aurait eu peut-être une excuse. Là, non. C'est-à-dire que c'est vraiment, on décide de ne pas voir ce qui se passe. Littéralement, en attendant de se faire virer et que quelqu'un d'autre fasse la même chose après. On sait très bien que ce gouvernement, va durer 9 mois. Parce que dès que le président pourra dissoudre, il le fera, ce sera donc fin juin. Fin juin, début juillet, oui. C'est certain que ça dit. Donc, encore une fois, si vous allez durer 9 mois, etc., au moins, tombez sur votre épée qui est bien droite. Oui. Ne vous amusez pas à faire toutes les crapusseries en imaginant que vous allez gagner des voix comme ça. Et moi, ce qui m'étonne avec ces gens-là, c'est à quel point ils sont détachés de la réalité, quoi. Ouais, complètement. On se dit, mais ils se rendent pas compte, qu'ils sont méprisés dans le public, puisque ce qui était les gaullistes est devenu une espèce d'annexe du parti présidentiel. Et d'ailleurs, vous dites 9 mois de gouvernement. Pas sûr. Je ne sais même pas qu'ils aient la confiance. Je suis même pas sûr qu'ils aient la confiance. C'est pas certain parce que il peut ne pas y avoir de dissolution, mais censure du gouvernement. C'est pas ce qui se passe. À ce moment-là, tous les budgets sont bloqués. Ouais, parce que là, ce qui se passe, c'est que en fait, on a un gouvernement ensemble, Renaissance macroniste plus LR, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait pas forcément besoin de faire. C'est 2 tiers macronistes et 1 tiers LR, donc on voit où est le pouvoir, quoi. Ouais. Et il n'y avait pas besoin de faire une dissolution pour avoir ça au final. Et donc, évidemment qu'il y a déjà une crise de légitimité de ce gouvernement avant même qu'il fasse la moindre chose. Et je suis pas sûr que le RN soit très content. Il est évident que le NFP va tenter de faire voter la motion de censure d'ici quelques jours ou du moins quelques semaines. Et si le RN décide de la voter aussi, c'est fini pour le gouvernement, ils doivent repartir à zéro. Non, ce qui va se passer, c'est que la FI présentera une motion de censure que le RN ne votera pas. Ouais. Puis ensuite, le RN présentera une motion de censure que le FI ne votera pas. Ouais. Et ils vont nous amuser comme ça pendant 3-6 mois en disant, oui, il y a ces salopards qui veulent pas voter avec moi. Absolument possible. Ouais. Et donc, ça, c'est du grand n'importe quoi, encore une fois. Mais ce que je vois, moi, en tant qu'homme de terrain, puisque c'est un peu ce que je suis, c'est que la tension sur la dette française ne cesse de monter. Vous prenez l'écart des taux avec l'Allemagne, l'Italie, le Danemark, etc. Et la dette française ne cesse de baisser vis-à-vis de ces pays. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'une crise de la dette peut commencer à tout moment, quoi. Ouais. Et alors c'est très important aussi. C'était justement Emmanuel qui avait posté ce graphique hier sur Twitter. C'est beau, hein. C'est un graphique hyper important à comprendre parce que on voit que en fait, par rapport au service de la dette, on était déjà un petit peu dans la mouise en 2009. Et que, en fait... Alors maintenant, les taux d'intérêt zéro, on a gagné 10 ans. Ouais, exactement. Mais que maintenant, ça nous rattrape parce que la dette a doublé ou triplé. Exactement. C'est-à-dire qu'on retrouve un petit peu de réalité dans le service de la dette. On est à 70 milliards, mais si les taux d'intérêt continuent à monter, on va être à 100, 120, 130, 140 milliards. Exactement. Et donc, quand les gens me disent, on va couper, il va y avoir du sang partout, on va couper les dépenses de l'État de 10 milliards, d'abord, je me marre. Parce que... personne ne verra. Si vous copiez les dépenses de 50 milliards, personne ne verra rien. Mais surtout, vous avez à peu près 50 milliards de plus de charges de la dette qui arrivent dans les mois qui viennent. Et donc, il va falloir couper dans le reste de ces 50 milliards parce qu'il n'y a pas assez de pognon dans les caisses. Ouais. Et le service de la dette, c'est la première des dépenses. Vous ne pouvez pas la couper parce que sinon, ça s'appelle faire faillite. Ouais. Donc, on sait qu'il va falloir couper partout d'au moins 70 milliards. Ouais.
Et on nous explique tranquillement qu'on va couper de 10 milliards. Mais ils nous prennent vraiment pour des tanches, quoi. Oui, et en plus de ça, on nous explique qu'on va couper de 10 milliards, mais à chaque fois, l'annance du déficit, elle est toujours supérieure. Oui, alors on va couper 10 milliards dans un déficit qui est passé de 120 à 170. Ouais, alors en fait, le temps qu'on coupe 10 milliards, on dépense 20 milliards de plus. Donc en fait, comment dire, c'est pas très ajusté à la réalité, quoi. Et c'est exactement ce qu'on a l'impression. Donc ils vont augmenter les impôts sur tous les gars qui gagnent plus de 2000 €. Ouais. Voilà, pour les riches. Pour les riches. Les riches qui gagnent plus de 2000 €, c'est salaud. Ouais, c'est le plan, ouais, effectivement. Moi, à mon avis, la première truc à faire, c'est de cesser de payer les députés et les sénateurs tant qu'on n'est pas revenu à l'équilibre. Ouais. C'était une bonne proposition de Milton Friedman. Il disait, hop, on peut voir un coup. Mais il disait toujours, quand il y a des déficits budgétaires, le plus simple, c'est de cesser de payer les politiques tant qu'ils sont pas revenus à l'équilibre. Ouais, je suis d'accord. Ça concentre leur attention. Ouais, il devrait y avoir un truc automatique pour ça, ouais, effectivement. Ouais. Et donc en parlant de budget à l'équilibre, je voudrais révoquer un petit peu Javier Milei, parce que alors on aime bien en parler tous les 2 ou 3 mois pour voir un petit peu ce qui se passe, parce que quand même c'est le premier président libertarien à arriver à la tête d'un État, et en plus c'est pas un obscur État de 30 000 habitants, c'est quand même l'Argentine, c'est un pays assez important qui aurait pu avoir un énorme rayonnement économique si ce pays avait continué sa trajectoire du début de siècle, au début du XXe siècle, mais c'est pas le cas. C'est un pays. C'est un pays où les gens se sont votés des avantages qu'ils gagnaient pas. Et ce que disait ce brave Rueff, c'est qu'il disait le taux de change et l'égout collecteur des droits non gagnés. Donc nous ce qu'on a fait, si vous voulez, c'est qu'on a un égout collecteur des droits non gagnés, mais qu'on a bloqué le taux de change. Et donc, comme ça, c'est la dette qui est devenue l'égout collecteur. Mais s'ils s'imaginent que ça veut dire que les droits non gagnés seront payés, ils ne seront pas payés. Ouais. Aujourd'hui, ils sont payés sur de l'emprunt, mais ça veut dire qu'ils ne sont pas gagnés. Donc, ça veut dire qu'il y a des tas de droits non gagnés en France qui ne vont plus être payés dans le futur. Ouais. Et ça tombera sur des types qui, en effet, n'ont pas des droits non gagnés, mais ça tombera aussi sur des tas de petites gens qui s'imaginent qu'ils avaient des droits. Ouais. Mais ce que vous avez là, dans une démocratie, l'envers du droit, c'est le devoir. Et donc aujourd'hui, vous avez le devoir de tout le monde, ce serait de payer ces gars de ces droits non gagnés. Mais attendez une seconde, pourquoi je devrais payer 100% de l'argent que je gagne pour entretenir des gars qui veulent pas voir la réalité? Surtout que c'est une évidence, ça ne va pas marcher. En plus de ça, les impôts vont augmenter, ça ne va pas marcher, ça ne va pas fonctionner. Je peux dire, les impôts vont augmenter et les rentrées fiscales vont baisser, c'est certain. Ouais. Bah justement, c'est très bien. Je voulais parler. Soit je ferai vendredi, soit vendredi, enfin la semaine prochaine, faire une petite vidéo sur l'université de l'épargne sur l'effet de l'affaire. Ah oui, bien sûr, avec plaisir. Et donc j'ai demandé à Hugo, notre stagiaire, de me lister quelques exemples d'illustration de l'effet de l'affaire où, soit on a diminué les impôts et on a eu une augmentation des rentrées fiscales, soit on a augmenté les impôts et on a eu une diminution des rentrées fiscales. Voilà, il y a tous les exemples que vous voulez dans l'histoire. Je ne connais pas personnellement, en tant qu'économiste quasiment professionnel, d'un déficit budgétaire qui était réduit par une augmentation des impôts. Ouais. Je suis pas sûr non plus. La seule chose qui marche, c'est de couper les dépenses de l'État et de baisser les impôts. Surtout que quand on doit réduire absolument des déficits, en général, c'est déjà parce que le pays est dans une situation pas optimale. Et donc, si vous n'êtes pas déjà dans une situation de grosse croissance où tout se passe bien, peut-être. Si vous avez beaucoup d'impôts, vous n'êtes pas dans une situation optimale de croissance. Oui, c'est clair, c'est ça. Si vous partez d'une flat tax à 10%, à la limite, pourquoi pas passer à 12%, le temps de serrer la ceinture un petit peu, mais si vous êtes déjà à 47, ça devient compliqué tout de suite. Et donc je voudrais parler de Javier Milei parce que mine de rien, il y a beaucoup d'élections qui se passent dans ce pays, notamment les élections législatives. Il y en a tous les 2 ans. C'est un système qui vaut ce qu'il vaut. Je sais pas trop quoi en penser, mais à chaque fois l'Assemblée est renouvelée pour moitié. Et les sénateurs pour tiers. Donc pour les sénateurs, c'est un peu comme en France. Mais donc là, par exemple, aux dernières élections, donc il y a eu les élections présidentielles et il y a eu les élections législatives
où voilà, il y avait que la moitié du Parlement qui était renouvelée. Donc là, il y aura l'autre moitié, et c'est assez important, notamment pour Javier Milei, parce que aujourd'hui, il a une majorité assez fragile à l'Assemblée. Il est obligé de compter sur ses collègues avec l'autre, je sais plus comment elle s'appelle, Patricia Bullrich, qui a pas mal de députés justement, et elle a une majorité en commun avec Javier Milei, mais Milei aimerait bien avoir peut-être sa majorité à lui, ou du moins une beaucoup plus grosse part de l'Assemblée, et donc ces élections auront lieu en 2025. Et alors son parti politique est crédité à l'avance de 45-46% d'intention de vote. Les Kirchneris, donc les anciens qui étaient les gros voleurs. Voilà, les gros voleurs au gouvernement depuis 40 ans, ils sont crédités à 21%. Et les autres encore à 33%, donc les collègues de Milei. Donc actuellement, ils ont que 40 députés sur 257, et donc ils tiennent encore une fois grâce à Patricia Bullrich, qui s'était ralliée, on se souvient, à Javier Milei pendant le second tour de la présidentielle. Eux, ils en ont 116 des députés, donc ils ont une majorité qui est un petit peu fragile. Et donc lors de la prochaine législative, l'enjeu, ce sera d'avoir une majorité beaucoup plus forte pour pouvoir voter justement un certain nombre de trucs, parce que aujourd'hui ça peut être un petit peu compliqué. Et comment dire, la situation budgétaire en Argentine aujourd'hui, elle est remarquable. Oui, le budget est largement à l'équilibre. C'était quand même la première fois depuis je sais plus combien de temps. Enfin, c'est quand même assez dingue. Depuis avant l'arrivée des Espagnols, oui. Ouais, et peut-être pas quand même, mais en plus de ça, j'avais lu, il y avait les histoires à chaque fois, c'était premier excédent mensuel depuis 10 ans, ensuite c'était premier excédent trimestriel depuis 20 ans, des trucs comme ça à chaque fois, et là on va avoir donc le premier excédent c'est là où vous annuel. êtes un mauvais citoyen. S'il y a des excédents, c'est qu'il doit y avoir une augmentation des souffrances terribles en Argentine, les petits gens meurent dans la rue. Ouais. En poussant des cris et tout, et ce qui est incompréhensible, c'est qu'il y a 42% des gens qui vont y voter pour lui quand même, quoi. Ouais, oui. Vous voyez, c'est que vous ne vous rendez pas compte à quel point vous manquez de chaleur humaine, vous absolument. Vous réjouissez du fait que les gens qui ne travaillent pas, qui piquent dans les caisses et tout, soient punis en Argentine. Mais ça fait partie d'un réflexe de classe qui est oui, absolument, qui est odieux. C'est ça. Je m'étonne que vous dans l'Institut des Libertés, vous ayez votre place. D'ailleurs, les journalistes adorent nous rappeler que le taux de pauvreté en Argentine a dépassé les 50% après l'arrivée au pouvoir de Javier Milei. Alors, en oubliant au passage que le taux de pauvreté, juste avant, il était à 48-49. Oui. Hein, donc il y a eu... c'est pas comme si le taux de pauvreté était passé de 5 à 55%. Il est passé de 49 à 53, quoi. C'est quelque chose comme ça. Et évidemment, on en avait parlé d'ailleurs il y a quelques mois, évidemment, c'est ce qui arrive quand on vire tout un tas de fonctionnaires. Nécessairement, il y a des gens qui arrivent un petit peu dans la rue, qui savent pas trop quoi faire pendant un certain temps. Mais il y a les fonctionnaires il faut faire très attention sur les fonctionnaires, parce que vous avez les fonctionnaires qui sont dans le régalien, dont tout le monde a besoin. Ah oui. Et puis vous avez toute une série de choses qui s'est branchée dans nos pays. C'est ce qu'on appelle les organisations non gouvernementales, qui vivent des subventions de l'État sans avoir aucun contrôle de quiconque. C'est toutes ces organisations. Et c'est ces organisations-là qui pompent le budget avec j'ai vu qu'on vient de donner encore 900 millions aux organisations pour aider les étrangers à venir en France, vous savez. Donc donc si vous voulez, encore une fois, c'est pas tellement les fonctionnaires eux-mêmes, c'est les gars qui se sont branchés sur l'appareil étatique, qui vivent du produit des impôts, mais que personne ne contrôle, et on vote pas pour ils présentent leur note au gouvernement qui l'honore. Ouais. C'est ça dont il faut se débarrasser. Il faut se débarrasser des gars qui vivent de nos impôts sans que nous puissions les contrôler. Et je vous donne un exemple merveilleux, par exemple en France, c'est la presse. Ouais. Évidemment, oui, la les presse, subventions de la presse. Libération, tout ça, ça ne vit que de nos impôts. Et donc, la première des choses qu'il faudrait faire à un gouvernement de droite, c'est supprimer toutes les subventions à la presse. Ouais. Et supprimer aussi, je sais pas, TF1 et tous ces trucs-là, quoi. TF1, c'est la publique ou c'est non, privé? TF1, c'est privé. C'est privé, alors c'est France Interminable. Alors, il y a Radio France et France TV, ça c'est bien public comme il faut, ouais. Effectivement. Et oui,
y a tout un tas de rédactions. Par exemple, l'Humanité, c'est le journal qui a le plus fort ratio entre la masse de subventions et ce que eux vendent. Donc vraiment, eux, sans les subventions, ils sont morts en 3 semaines, quoi. Oui, ça... Bon, ça me gênerait pas. Puis il y a aussi ce journal qui fait 4 pages, là, qui ressemble à rien, et qui est subventionné massivement par Beitou, comment s'appelle son journal, c'est pour vous dire. Enfin, bref, c'était un gars qui était héritier d'une famille de presse, et sa famille avait toujours fait de l'argent avec la presse, et lui il fait de la presse avec de l'argent, vous savez, c'est un héritier, quoi. Ouais, tout à fait. Bah, il y en a beaucoup qui font ça. Aujourd'hui, on fait surtout de la presse avec de l'argent, effectivement. Oui, tout à fait. Bah, en vrai, les Bernard Arnault, Patrick Drahi, ils pensent pas gagner de l'argent dans la presse, ça c'est autre chose. Ils s'en servent pour maintenir leur pouvoir. Ouais, Xavier Niel aussi a une très forte mainmise, notamment sur tout ce qui est presse locale. Ça, c'est aussi. Et puis il a quelque chose dans le monde aussi. Oui, c'est clair. Et encore pour revenir sur Javier Milei, et ça fait d'ailleurs un pont avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que Javier Milei a décidé d'être honnête avec les gens. C'est-à-dire que avant d'arriver au pouvoir, il a dit, pendant un moment, ça va être dur. Voilà, je ne vous promets pas monts et merveilles dès la première semaine. Voilà, on va faire des coupes budgétaires et donc forcément, il va y avoir des gens qui ne vont pas en bénéficier. Donc nécessairement, pendant un temps, ça risque d'être un petit peu dur. Du sang et des larmes, comme disait Churchill. Du sang et des larmes. Mais après, c'est aussi le prix de la liberté. Voilà. Et c'est parfois, la liberté est aussi une forme de richesse. Donc, en tout cas, c'est la liberté nécessaire pour créer de la richesse. Ouais. Exactement. S'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de richesse. Et selon vous, est-ce que ce que fait Javier Milei d'un point de vue politique, c'est possible de le faire dans un pays plus développé comme un pays d'Europe occidentale ? Je ne sais pas si c'est possible de le faire, mais si je peux me permettre, on sera obligé de le faire parce que d'ici quelques temps, on va arriver à... Il n'y a plus d'argent. Et à ce moment-là, quand il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'argent. C'est-à-dire qu'on a cru comme des demeurés mentaux que en imprimant de l'argent, on crée de la richesse. C'est Xavier Milei qui a une phrase merveilleuse. D'ailleurs, il a dit, c'est comme si vous imprimiez des diplômes pour avoir des savants, quoi. Ouais. Ça n'a aucun rapport entre les deux. Bien sûr. Et donc, à partir du moment où vous avez imprimé de l'argent et que vous avez créé des faux boulots partout, quand il n'y aura plus d'argent, tous ces faux boulots vont disparaître, quoi. Mais c'est pas possible autrement. Donc oui, ça va se passer. Je sais pas quand, mais c'est inévitable. Ça s'est passé en Angleterre avant Madame Thatcher. Ça s'est toujours passé dans l'histoire, à un moment ou à un autre. Vous faites venir le FMI et vous dites, il n'y a plus d'argent, les gars, quoi. D'ailleurs, le FMI, au final, a plutôt salué la politique de Javier Milei. Surtout avec tout l'argent qui sont perdus en Argentine grâce à Madame Lagarde. Ouais. C'est elle qui avait autorisé un prêt de 60 milliards de dollars et tout le monde gueulait en disant il faut pas le faire. Et il a été perdu en un an. Madame Lagarde a perdu quasiment 60 milliards de dollars en un an. C'est la Beethoven de la finance. C'est la Beethoven de la finance et du coup on l'a nommé à la Banque Centrale Européenne. D'accord. Et d'ailleurs aussi, encore une fois sur les retraites, il y a des parlementaires du Sénat qui voulaient adopter un texte qui prévoyait une augmentation de 8% des pensions de retraite en Argentine. Et Milei, ça aussi, c'est pas facile de l'assumer. Milei a dit non. Et à un moment donné, on veut résorber le déficit budgétaire. On est obligé de ne pas voter ce texte-là. Et alors, je suis sûr qu'en France, c'est le genre de texte qui passerait sans aucun problème. Eh oui, parce qu'on vous montrerait la petite fille en train de mourir de faim quelque part et le grand-père sur son tas d'ordures en train de se gratter et tout. On dit regardez ces pauvres gens, on refuse de les augmenter. Ouais. Et donc on ferait pleurer Cosette dans la chaumière, quoi. Ouais. Ça, oui, on a un peu en France je vois, parce que par rapport aux réponses, encore une fois sur la chronique de Eugénie Bastier, je me dis en France on a un retraité de Schrödinger, c'est-à-dire qu'il est à la fois en train de mourir sur le parvis de l'église et à la fois il est en train de contribuer à l'économie pour tout ce qui est vacances hors saison, les hôtels, les musées, les restaurants, les croisières, tout ça. Donc à la fois on a des gens qui sont en train de... Alors encore une fois, je suis conscient qu'il y a plein de retraités qui vivent très modestement,
c'est une évidence. Mais il y en a qui vivent un train de vie vraiment exceptionnel. Comme le grand, celui qui voulait faire les réformes des retraites, là, le grand double maître, je ne sais plus comment il s'appelait, Stan. Et il avait 13 retraites de la fonction publique. Oui. 13 son nom m'échappe, oui. 13 retraites de la fonction publique. Vous dites, voilà, qui s'est manié les... Jean-Paul Delevoye. Ouais, Jean-Paul Delevoye. Quand on s'est rendu compte de ça, et on l'a vite nommé à d'autres postes où il a quand même continué à briller. Mais 13 retraites de la fonction publique, moi, comment peut-on avoir plus d'une retraite de la fonction publique? Une retraite de Gaulle, quand il a pris sa retraite, il a pris sa retraite avec sa retraite de colonel, puisqu'il était général quart de place, c'est-à-dire qu'il n'était pas vraiment général, et puis il a pris sa retraite, et puis il a accepté rien d'autre. Ouais. Oui, en plus de ça, vous pouvez quand même choisir, quand vous avez une carrière comme ça, vous pouvez quand même choisir une retraite parmi tout ce que vous avez fait, et il y en a qui sont quand même largement confortables. Hein. Bah ouais, regardez ce brave Hollande, sans compter son nouveau traitement de député, mais il doit avoir à peu près 240 000 € par an de retraite. C'est bien. Ah oui. Oui, c'est énorme ce que touche... 240 000 de Hollande, il est en train de sangloter sur le fait qu'on va prendre des vieux. Mais d'abord, on pourrait lui dire, écoutez, les 30 000 € de retraite, c'est bien, non? Déjà, une retraite de président, ça va? Une retraite de président, plus des flics, plus des voitures de fonction, etc. Sachant qu'il pourrait aussi, en tant qu'ancien président de la République, et s'il voulait vraiment... il touche les choses du Conseil constitutionnel aussi. Il pourrait siéger au Conseil constitutionnel et gagner 17 000 € par mois, ce qui est quand même pas rien. Non, mais on sent que, si vous voulez, tout ça a été fait par des gens qui connaissent les mécanismes administratifs et qui s'en servent pour gagner plein d'argent qu'ils ne méritent pas. Donc, c'est peut-être un endroit où on pourrait couper. Ouais. Mais si on coupe là-dedans, moi, j'ai eu 2 ou 3 débats avec des types qui m'ont... J'étais très mal à l'aise, d'ailleurs. Mais ça me tuait parce que dès qu'on commençait à parler raisonnablement, ils allaient dans le pathos. Vous savez, c'est-à-dire, comme ça. Il m'a expliqué que je voulais retourner au temps de Cosette qui avait vendu ses cheveux et ses dents pour pouvoir bouffer et tout. Je lui disais, d'abord Victor Hugo, il faut pas déconner, c'était un horrible bourgeois. Oui. Qui comprenait dans quel sens il fallait caresser le temps du poing. C'est pas pour rien que l'avenue Victor Hugo, elle est pas dans le 19e arrondissement. Hein. Voilà. Et puis, mais surtout, je disais, mais arrêtez le patage, quoi. Je veux dire, on peut pas sans arrêt ne pas faire de réforme parce que vous allez me parler d'une de vos amies qui peut pas se payer une tasse de café. Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Si je suis gouvernant, je ne suis pas là pour prendre en compte des cas particuliers, mais pour que la société marche. Et s'il y a des gens qui ont vécu comme des cons toute leur vie qui peuvent pas se payer une tasse de café, c'est pas mon problème. Oui. Surtout qu'aujourd'hui, je crois pas que ça existe d'ailleurs en plus. Ouais. Et puis, comment dire, il y a pas de magie dans l'économie. Mais vous savez ce que dit Thomas Sowell? On va devoir payer les pots cassés. Thomas Sowell, il dit la première loi de l'économie. J'adore Thomas Sowell. D'ailleurs, vous devrez tous acheter son bouquin français, l'économie, il est remarquable. Thomas Sowell, il dit la première loi de l'économie, c'est qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde, donc il faut faire des choix rationnels. Et la deuxième loi, et la première loi de la politique, c'est qu'on ne ferait pas attention à la première loi de l'économie. Ouais. Donc voilà, donc tous ces hommes politiques, ils savent qu'on est dans un monde où la rareté domine, c'est évident, mais ils font comme si eux étaient capables de... Ben non, on est sorti du paradis terrestre, un grand coup de pied dans les fesses il y a longtemps. Hein. Ouais. Tout ça, c'est la faute d'Ève, d'ailleurs. Ce qu'on ne dit jamais assez. C'est toujours la faute des gonzesses, de toute façon. Voilà. C'est la première leçon de la Bible. Première leçon de la Bible, c'est faites gaffe. Ouais. Enfin voilà, je voulais parler essentiellement de la situation budgétaire française, en parlant évidemment de ce gros angle mort, selon moi, qui est la taille gargantuesque des retraites. Et la situation de notre budget. La situation de notre budget, évidemment. On a, à chaque fois, on a des dérapages de dépenses en permanence. C'est-à-dire qu'on sait tellement même plus ce qu'on dépense que, en fait, à chaque fois, sans même le faire exprès, sans même voter des dépenses supplémentaires, eh ben, on en a parce qu'il y a plein de trucs qui sont indexés sur l'inflation. Et puis, il y a aussi beaucoup c'est beaucoup les budgets des collectivités territoriales aussi qui dérapent très souvent parce qu'il n'y a pas assez de contrôle. Enfin, à chaque fois, on ne fait que déraper. Et il y a un effet dont Didier Darcet parle tout le temps, qui me paraît très important. Imaginez que vous soyez, vous fassiez une maison quelque part, on est dans le Gers, hein, parce que je connais un peu. Vous allez devoir demander des permis à 3 autorités. Bon, la commune, le département et la région. Ouais. Et dans ces 3 trucs, il y a des gars qui s'occupent de les canalisations d'eau de votre maison, pour les chiottes, ou etc. Eh bien, il y en a peut-être un des 3 qui, à un moment ou à un autre, va refuser. C'est-à-dire que quand vous avez 3 organisations,
voulez créer une entreprise qui doivent toutes les 3 donner leur avis positif, vous avez une bonne chance. Il y en a une des 3 qui ne le donne pas. C'est-à-dire que s'il n'y a qu'une organisation, vous pouvez passer. Mais s'il y en a 3, il y en a une des 3 qui bloque et vous faites jamais rien. Donc ça nous amène à des sociétés où plus rien ne bouge. Puisqu'il y a toujours un des 3 qui va dire non. Ouais. Et ça, on ne mesure pas les effets désastreux. C'est-à-dire, je sais pas, si vous devez vous relier à l'égout, je sais pas, ça devrait commander, ça devrait... regarde que la commune. Qu'est-ce que le département ou là. Ça, c'est un gros problème, justement, en France. C'est ce que dit Lisnard tout le temps. Hein. C'est ce qui explique aussi pourquoi l'immobilier est aussi cher en France. C'est que c'est très difficile de faire construire. Ouais. On préfère garder un même nombre de logements et que leur prix augmente plutôt que, justement, de loger tout le monde à un prix normal. Parce que aujourd'hui, le prix est totalement décorrélé de la valeur. Lisnard raconte une histoire qui est terrifiante. Il dit, bon, alors moi, je suis à Cannes, là. Alors on me dit, il faut que vous fassiez des logements sociaux. Bon. Et puis on dit aussi, mais vous ne pouvez pas utiliser toute une série de terrains parce qu'il y a des grenouilles à 5 pattes, là. Tu sais, des trucs tout à fait rares, donc on peut pas. Et il dit, du coup, j'ai pas de foncier. Ouais. Je peux pas bâtir des logements sociaux à cause des grenouilles à 5 pattes. Et on me met des pénalités, on me met des amendes parce que j'ai pas assez de logements sociaux. Ouais. C'est imbattable. Ouais. Et donc à ce moment-là, vous êtes obligé de détruire des logements déjà existants du secteur privé, de bâtir des logements sociaux, ce qui fait en plus de ça augmenter le prix des loyers tout autour. Et du coup, ce qui justifie d'autant plus la présence de logements sociaux, encore une fois. Donc c'est un truc que personne ne peut se payer le loyer. Ouais. Donc on est géré par des génies du court terme. Ouais. Quand est-ce qu'il va y avoir un gars qui va réfléchir sur le long terme, où on doit aller, comment on va y aller? Ça, je sais pas. Ça, je vois pas du tout arriver. Parce que même un type comme Lisnard, il a l'air tout à fait sympathique et il a l'air sûrement moins bête que les autres, ouais. Mais pareil, je ne le vois pas, par exemple, être capable de faire du milli. Je vois pas avoir les épaules pour faire ça. Il a fait pas mal à Cannes, dans son cercle de pouvoir. Voilà. Mais à partir du moment où... non, pas possible. Et j'espérerais me tromper. Hein, si jamais demain, Lisnard arrivait, il était Premier ministre ou j'en sais rien, j'espère qu'il ferait ce qu'il y a à faire, mais j'y crois pas trop, quoi. Voilà, tout simplement. Et aujourd'hui, je ne vois personne véritablement avec ces épaules-là. Donc peut-être qu'il faudra se prendre le mur à 130 km/h ou peut-être plus pour se rendre compte de ce qu'il faut faire. Mais je peux vous annoncer un truc, c'est quand ça arrivera. Oui. Ça va arriver, faut pas se tromper. Ça sera la faute du capitalisme et du libéralisme. Ah oui, naturellement, quand même. Non, mais une fois qu'on est d'accord là-dessus, mais faut pas déconner, évidemment. Non, mais on sait pas encore ce que c'est, mais c'est forcément la faute. Je vous dis, le libéralisme, les libéralismes débridés qui nous ont amenés dans la situation dans laquelle on est. L'ultra méga turbo libéralisme, c'est à cause de ça. Le turbo libéralisme. Exactement. Donc voilà pour ce délit d'opinion. Je pense que on a traité des questions assez importantes qui sont parfois, qui sont même tout le temps très maltraitées sur les plateaux télé. Je trouve à chaque fois, encore une fois, on focalise beaucoup sur. Si on convoque des gens sur les plateaux télé qui ne savent rien sur rien, on peut pas s'attendre à ce qu'il y ait des discussions intéressantes, si. Oui, c'est clair. C'est clair. Parfois, il peut y avoir un type qui comprend à peu près ce qu'il raconte et tout le monde lui tombe dessus et personne ne comprend ce qu'il dit. Donc, c'est un peu fatigant. Sauf les auditeurs, oui, dans certains cas. Notamment les entrepreneurs, les types qui sont à leur compte, souvent comprennent très bien ce qui se passe. Voilà. Donc, je vous remercie, bien sûr, pour votre attention lors de ce délit d'opinion. Je vous rappelle, parce que, voilà, au passage, pourquoi pas, je vous rappelle qu'on fait quand même des vidéos chaque semaine sur l'Université de l'Épargne, qui est donc notre plateforme. Pour vous apprendre comment ne pas acheter des obligations françaises. Parce que voilà. Ça fait jamais 4-5 ans. Tuto comment ne pas acheter d'obligations françaises. Vous ne faites rien. Vous restez dans votre canapé. Mais vous restez pas non plus en cash français. Donc il faut ne rien faire, c'est pas une solution non plus. Acheter des obligations françaises, c'est idiot. Les garder, c'est idiot. Mais rester en cash, c'est idiot. Ouais. Donc, il va falloir que vous preniez la tête entre les mains et que vous écoutiez l'Université de l'Épargne. Voilà, effectivement. Vous allez être abreuvé de conseils de qualité. Donc, à chaque fois, évidemment, dans la description de la vidéo, je mets le site de l'Université de l'Épargne pour vous inscrire. D'ailleurs, vendredi dernier, on a vu quelques-uns de nos clients. Voilà. Alors, on peut pas tous les inviter au même moment, mais on en a vu une bonne quarantaine. Ils sont venus à Paris, ils arrivaient de partout. Ah, ils arrivaient de partout. Ils étaient super contents. Il y avait pas mal de jeunes, d'ailleurs.
je pensais en voir un Ils petit ont peu parlé moins. entre eux beaucoup? Ah oui, ils ont beaucoup parlé entre eux. D'ailleurs, il y a un onglet communauté où tout le monde peut parler entre eux. D'ailleurs, ça fonctionne très bien parce que parfois, bon, ils posent des questions. Moi, je n'ai pas forcément toujours la réponse, notamment sur tout ce qui est plateforme de trading, etc. Ils se demandent un petit peu leur expérience, comment dire, mutuelle. Et il y en a qui sont sur les plateformes depuis 3-4 ans et disent oui, alors ça c'est super, etc. Ça c'est un petit peu moins bien. Bon, bref, ça c'est génial. Et il s'est produit exactement la même chose physiquement. Et voilà, c'était super. En tout cas, ils avaient l'air très contents voilà, d'avoir adhéré à l'université. Et le plus content, ça a été Jeeves, enfin le DAF, parce qu'il s'est tapé un nombre de sandwichs en les volant sur les tables basses. Ah, c'est clair. Qui était tout à fait... non, j'étais fier de lui, parce que c'est vraiment un vrai libéral qui était là en train de se taper des trucs dans lesquels il n'avait pas droit, de voler les gens. Enfin bref, c'était le libéral. Je pense que c'est celui qui a le plus bouffé vendredi soir. C'était spectaculaire. Il est gras comme un cochon. Enfin, voilà. Donc je vous remercie encore une fois, et puis je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, et merci beaucoup.